Voilà, je vous propose que nous puissions reprendre le cours de notre matinée. La frontière, une troisième vulnérabilité. Ce mot vulnérabilité, nous l'avons depuis 2 jours et demi, nous l'avons entendu employer un nombre de fois considérable. Hier soir, l'une d'entre vous a eu la gentillesse de me suggérer de partager cette remarquable citation de Simone Veil, que personnellement je ne connaissais pas, cette remarquable citation de Simone Veil: la vulnérabilité des choses précieuses est belle parce que la vulnérabilité est une marque d'existence. La vulnérabilité est une marque d'existence. Merci de nous avoir proposé cela parce que, après tout, voilà que nous pourrions apprendre à poser un regard optimiste sur des choses qui nous tracassent le plus souvent. La frontière, une troisième vulnérabilité. Si la politique en tuyau d'orgue peut générer, nous l'avons vu, de la cacophonie dans un pays donné, qu'en est-il donc au niveau européen? Les situations problématiques sont multiples. Des parents séparés qui vivent dans 2 pays différents, un enfant qui est accompagné dans un autre pays par défaut de disponibilité de place dans un établissement médico-social de son pays de résidence. Au-delà de ces réalités, plus fréquentes dans les régions frontalières évidemment, le travail social est sans doute à penser à l'échelle européenne, en s'appuyant notamment sur la Convention internationale des droits de l'enfant, pour s'ancrer dans une dynamique d'européanisation des politiques publiques. Comment l'Europe peut-elle devenir maître d'orgue pour que la frontière ne devienne pas une troisième vulnérabilité? Je laisse la parole à Stéphanie Mélis, qui est docteur en droit et qui travaille dans le programme Eureka, et à Gilles Spigolon, docteur en psychologie, qui travaille dans le même programme Eureka. Je vous en prie. Bonjour à tous et à toutes. Alors je n'ai pas le talent de Monsieur Billet, donc je ne vais pas pouvoir continuer sa fable, mais on pourrait la continuer parce que le papa du petit garçon, peut-être qu'il va partir au Luxembourg, en Allemagne ou en Belgique, ou peut-être que la maman du petit garçon en situation de handicap va se dire que aller vers la Belgique pour accompagner son enfant, ça peut être une bonne idée. Et donc c'est un peu comme ça qu'on a commencé à travailler sur le projet Eurequois. Donc avec mon collègue Gilles, on travaille à l'IRTS de Lorraine, c'est un institut de formation des travailleurs sociaux. Et donc cet institut a un département recherche. Et dans le département recherche, donc, on a commencé à travailler sur le projet Eurequois. Donc c'est un programme qui est financé par la grande région, par Interreg. Et ce projet a eu pour objectif d'améliorer l'accompagnement et le suivi des parcours transfrontaliers de mineurs qui sont protégés. Donc on s'est posé la question de ce que voulait dire un mineur protégé. En France, en droit français, ça va être un mineur qui dépend de l'aide sociale à l'enfance. Au niveau européen, les enfants protégés, ça va être non seulement des enfants qui sont en danger ou en risque de danger, mais c'est également les enfants qui sont en situation de handicap. Donc notre projet concernait et les enfants en situation de handicap et les enfants qui dépendent de l'aide sociale à l'enfance, qui sont en danger ou en risque de danger. Donc on a eu dans notre programme de recherche des enfants qui avaient cette double vulnérabilité, mais on a également suivi des enfants qui étaient soit protégés au titre de l'aide sociale, soit porteurs de handicap. Donc le programme Interreg, il y avait 4 actions. Une action qui était plus sur la gestion administrative du projet, une action sur la communication, une action sur la recherche, action en elle-même, celle qu'on va vous présenter,
Et puis une action sur la mise en place d'une plateforme collaborative qui est destinée aux professionnels, notamment les autorités administratives, les autorités judiciaires, également les défenseurs des droits, les travailleurs sociaux et les familles. La 5e action, pour l'instant, n'a pas encore vu le jour. Elle avait pour objectif de créer des actions de formation et à terme un diplôme universitaire. Donc les 4 premières actions ont avancé, la 5e est en cours de travail. Alors, sur le projet de recherche Eurequa, la question s'est posée du passage de frontières des enfants parce que voilà, nous nous trouvons en Lorraine, nous nous trouvons sur un territoire qui a comme frontière le Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne. Et la question s'est posée de savoir si les enfants pouvaient avoir un autre choix que voilà, d'être suivis et d'être accompagnés dans leur propre département ou dans un département limitrophe. Et on s'est dit que peut-être un enfant qui habite au fin fond de la Meuse et puis qui va traverser la frontière pour aller en Meurthe-et-Moselle ou dans la Marne, peut-être qu'il peut faire le même trajet au Luxembourg, en Belgique ou en Allemagne. Donc on s'est posé la question de savoir si l'intérêt de l'enfant, si les besoins de l'enfant pouvaient être assouvis aussi en passant la frontière. Alors, notre étude, elle est portée sur 4 versants. Sur le Grand-Duché du Luxembourg, concernant l'Allemagne, c'était plus particulièrement la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, la région wallonne et la communauté germanophone de Wallonie, et puis les 3 départements lorrains, la Meuse, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Donc nous avons travaillé à l'IRTS de Lorraine dans le cadre notamment de cette action et cette recherche-action. On a travaillé avec des collègues de l'Université de Lorraine aussi. Donc cette action avait 3 niveaux. Un niveau plus juridique. Est-ce que le droit peut être un frein ou éventuellement un levier pour le passage de frontières ? Il y avait aussi un axe professionnel où on a travaillé avec des professionnels sur le passage de frontières, et puis un axe en direction des familles qui, lui, avait été travaillé par l'IRTS, par l'Université de Lorraine. Alors, donc, du coup, c'est peut-être à toi. Alors, oui, je prends le micro. Bonjour à tous. Donc vous avez compris que c'est un programme qui mobilise des équipes sur les différents pays et sur les 5 régions. Et donc ce qu'on va vous présenter ici, c'est sans doute pas l'ensemble des résultats, parce qu'on n'en a pas le temps tout simplement, mais on s'est dit qu'on allait partager avec vous ce qui était vraiment au cœur de notre action à nous sur le territoire lorrain, c'est-à-dire le point de vue des professionnels sur ces parcours transfrontaliers. Alors ce que vous avez derrière vous, c'est une carte un peu globale pour situer les flux et les mouvements principaux dans la grande région. Et je suppose que vous reconnaissez, la carte n'est pas forcément... si, quand même, on voit... enfin, il n'y a pas un découpage par pays, et du coup, on voit moins, mais... on voit bien que la Lorraine est au centre, que le Luxembourg est juste au-dessus. On voit un bout de la Belgique, de la région wallonne. Et puis, vous avez à droite la Sarre et la Rhénanie-Palatinat. Alors, c'est un peu l'illustration de cette carte des problèmes auxquels on s'est confronté et auxquels les travailleurs sociaux se confrontent. Lorsqu'ils ont élaboré un parcours transfrontalier, c'est déjà un changement de catégorie. Ce que vous voyez là, tout simplement, c'est des flux qui concernent les enfants en situation de handicap, donc c'est les flèches jaunes, qu'on nomme résidentiels pour jeunes et internats scolaires spécialisés lorsqu'on est en Belgique. C'est des services d'aide à l'enfance et à la jeunesse, ambulatoires ou résidentiels, et puis des services psychiatriques enfance et jeunesse.
Alors ce que vous pouvez constater déjà, c'est que si on regarde les flux, c'est qu'il y a essentiellement des flux sortants des 3 départements lorrains sur lesquels on a effectué nos recherches. Il n'y avait pas les Vosges, puisque il n'y avait pas de frontières communes avec les autres pays. Et puis que ces flux sortants, on les retrouve aussi au niveau du Luxembourg vers l'Allemagne. D'accord ? Donc, premier constat, c'est qu'il y a des flux sortants qui concernent la France vers la Belgique, il y a des flux sortants qui concernent le Luxembourg vers l'Allemagne, il y a aussi en partie des flux sortants qui viennent de la Belgique vers l'Allemagne. En termes, on s'est confronté à une première question qui était quelles données avons-nous? Et là, nous nous sommes tournés à la fois vers les services en France de l'aide sociale en France, mais aussi évidemment vers la MDPH. Alors, on n'a pas vraiment de données fiables sur les 3 départements et en soi, c'est un résultat dans le sens où on n'a pas d'outils standardisés de suivi des parcours transfrontaliers. Et que, par ailleurs, la confidentialité de certaines informations ne permet pas d'éviter les doublons lorsque on a un enfant qui est suivi au titre de l'ASE, puis qui a aussi une orientation MDPH. C'est assez compliqué, finalement, de s'apercevoir que telle entrée correspond à telle autre dans l'autre situation. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un département qui est celui de la Meuse, on a des situations qui sont quand même très peu fréquentes par rapport à l'ensemble des situations traitées annuellement par l'ASE. 40 situations en 4 années en Meuse, soit à peu près une dizaine de situations par an. Donc, somme toute, c'est peu de situations. C'est 1% des situations traitées sur l'ensemble des mesures, 1350 en Meuse par an. Alors, il se trouve qu'on a pu constater, en échangeant avec nos interlocuteurs, qu'une bonne partie de ces mesures concernent des enfants qui présentent un double profil ASE et en situation de handicap. Alors, en ce qui concerne... je vais te laisser peut-être passer le diapo, merci. En ce qui concerne les sources d'informations qu'on a eues de la MDPH, on voit qu'on a un volume de situations traitées qui concerne 1500 enfants. Je vous rappelle que ce n'est pas l'ensemble de la population en situation de handicap qui nous a intéressés, mais les mineurs. On a 30 à 40 enfants qui sont concernés par un parcours transfrontalier par an, soit environ 2,5%. Ça reste quand même une population qui est peut-être pas autant présente qu'on ne l'imaginait. Il se trouve que, même si elle n'est pas présente, elle suscite quand même pas mal d'intérêt, d'interrogation, et qu'elle est extrêmement, on le verra plus tard, assez chronophage dans le travail des travailleurs sociaux qui les accompagnent. On peut passer. Toujours quelques données chiffrées qui nous viennent de l'ARS. Voilà sur 4 années, en fait, l'ensemble des parcours qui concernent les enfants et qui sont du flux sortant vers la Belgique. Alors vous voyez grosso modo qu'on a nos 3 départements sur les 3 premières colonnes, 54, 55, 57, donc Meurthe-et-Moselle, Meuse et Moselle, que pour le Grand Est, on a ce total, et que sur à peu près les 1450, 1500 parcours, on a beaucoup de parcours qui sont originaires du Hauts-de-France et à peu près un chiffre stable entre 140 et 150 enfants qui franchissent la frontière chaque année.
où vont-ils et pourquoi passe-t-il la frontière? Eh bien, alors vous n'avez peut-être pas le temps de regarder l'ensemble du camembert, surtout qu'il y a il y a quelques abréviations, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir de cette diapo, c'est que il y a à peu près la moitié des parcours qui concernent des enfants qui vont au-delà de la frontière chercher un IME, qu'il y en a à peu près 25% qui vont chercher un ITEP ou son équivalent de l'autre côté de la frontière. Voilà, ça c'est des chiffres du 31/12/2018. Alors, une fois qu'on a pu étudier ces différents flux, on s'est posé la question de savoir si les lois, les cadres légaux pouvaient être un frein ou éventuellement pouvaient être un levier d'une coopération. Et alors, durant les 2 journées que vous avez pu suivre, il y a eu un certain nombre d'intervenants qui ont pu développer le fait qu'il y avait en France un cloisonnement entre la politique sociale du handicap et la politique sociale de protection de l'enfance. On a pu aussi envisager le fait qu'il y avait une multitude d'acteurs qui gravitaient autour des enfants à protéger. On a aussi pu envisager le morcellement des parcours, et c'est vrai que si on envisage une dimension transfrontalière, on se demande si on ne va pas rajouter au millefeuille déjà un peu lourd à porter sur les épaules des enfants, voilà ce qu'on a appelé cette 3e vulnérabilité. Alors, concernant les cadres légaux, on a été agréablement surpris dans le sens où on s'est dit que ces cadres légaux pouvaient être un soutien pour les professionnels qui souhaitent accompagner les enfants et les familles au passage de frontières, puisqu'il y a un certain nombre de points communs qui font que les professionnels ne sont pas complètement perdus quand ils passent la frontière, parce que précisément il existe un certain nombre de points convergents entre les législations allemandes, belges, luxembourgeoises et françaises. Donc ça peut rassurer le professionnel de savoir qu'il y a des éléments qui s'appliquent de la même façon dans les 4 versants. Alors, il y a une application déjà uniforme du droit international, du droit européen. Alors, on a parlé de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il y a aussi effectivement tous les règlements européens, Bruxelles 2 bis, Bruxelles 2 ter. Donc c'est un ensemble de réglementations qu'on doit tous appliquer, donc qui sont uniformes. Alors qu'on doit tous appliquer, qu'on n'applique pas forcément, qu'on ne connaît pas forcément. Le professionnel du terrain ne connaît pas forcément les différentes dispositions des règlements. Les juges ne connaissent pas forcément les différentes dispositions. Donc il y a un travail qui peut être intéressant de faire d'accompagnement des professionnels, puisque les textes existent et les textes sont facilitants. On a remarqué aussi qu'il y avait, comme le constat qu'on peut faire en France, d'un cloisonnement entre la politique de protection de l'enfance et la politique d'accompagnement des personnes en situation de handicap. C'est ce qu'on retrouve dans les autres versants, avec des spécificités pour les différents publics, avec des lois spécifiques, avec des orientations spécifiques. Et donc, alors, c'est pas forcément positif, mais en tout cas, ça nous permet de se rapprocher des différentes législations, puisque effectivement, vous avez des législations propres à la protection de l'enfance et d'autres propres au handicap. En protection de l'enfance, dans les différents systèmes, on a également la présence d'une protection administrative et judiciaire, donc ça aussi, ça peut sécuriser, puisque ce sont les mêmes réglementations qui s'appliquent en France et dans les autres versants, donc une protection judiciaire et une protection administrative. Dans les différents versants, on a de la même façon du placement, mais tout ce qui est AEMO, AED, on le retrouve dans les différents versants. Donc il y a des pratiques qui peuvent être similaires par les professionnels qui s'engagent dans le milieu ouvert. Donc on le retrouve au Luxembourg, en Allemagne et en Belgique aussi. Dans tous les versants, les législations s'accordent évidemment à protéger l'enfant, mais aussi à accompagner les familles.
Donc là aussi, le travail des travailleurs sociaux va être dirigé en direction de l'enfant évidemment, mais aussi en direction de sa famille. Dans le champ du handicap plus particulièrement, dans tous les versants, il y a cette même volonté de développer l'inclusion. Donc, alors parfois dans certains versants on parle d'intégration comme on a pu en parler en France, parfois on parle d'inclusion. Dans certains versants, que ce soit en Belgique ou en France, il y a des instances spécifiques. Donc en Belgique, ça s'appelle la VIC, en France, la MDPH. Donc des structures qui peuvent être des ressources pour les professionnels dans l'accompagnement des mineurs et de leurs familles. Donc c'est plus pour les points positifs. Donc il y a un certain nombre de cadres légaux qui sont similaires. Et qui donc peuvent rassurer les professionnels et leurs familles, mais il y a aussi un certain nombre de divergences. Donc il y a des divergences dans les cadres légaux qui vont en fait constituer des freins au passage de frontières. Voulus, parce qu'une fois encore, il peut y avoir des passages de frontières dont personne ne connaît l'existence. Et donc là, du coup, dans notre recherche, effectivement, on n'a pas pu développer ça, de familles qui prennent leur enfant sous le bras pour passer la frontière. Et là, pour le coup, évidemment, ils ne vont pas répondre aux questions des chercheurs. Donc au niveau des divergences, on a des systèmes constitutionnels qui sont différents. Il y a des strates différents selon qu'on se retrouve en Allemagne, en Belgique, où il y a un niveau central, un niveau local, avec des règles au niveau central, des règles différentes au niveau local. Donc en France, État déconcentré, Luxembourg, État unitaire. Donc en fait, quand on est extérieur à l'organisation d'un pays, on peut se tromper sur les cadres légaux à appliquer. Et donc, ça peut être contraignant pour le professionnel de ne pas savoir où rechercher les informations et les cadres légaux. Concernant la protection de l'enfance, tous les versants ne disposent pas de ce qui existe en France, la cellule de recueil des informations préoccupantes, qui peut être un passage important, intéressant et sécurisant pour le professionnel, qui va se retrouver avec une information sur une famille qui passe la frontière. Le professionnel sait que la famille passe la frontière sans savoir où expliquer et à qui expliquer que la famille était suivie en France, que la famille bénéficie d'une mesure de protection, que l'enfant a une notification MDPH. Donc de trouver un interlocuteur, ça va être compliqué. Il y a aussi une différence au niveau des cadres légaux, puisque l'Allemagne a, dans sa constitution, mis le droit d'élever ses enfants. Donc élever ses enfants, c'est-à-dire un père, une mère qui élèvent ses enfants, deux pères qui élèvent ses enfants, deux mamans qui élèvent ses enfants. Et donc avec une différence des autres versants, où ce n'est pas encore un droit constitutionnel. Et puis, dans les divergences, on s'est rendu compte aussi que certains handicaps vont entrer directement dans le champ de la protection de l'enfance. Donc en Allemagne, c'est le handicap psychique, et les autres n'entrent pas dans le champ de la protection de l'enfance, donc ne sont pas considérés comme des enfants à protéger. Donc du coup, il y a une différence de traitement entre les enfants. Et donc si on ne maîtrise pas ces concepts-là, le professionnel peut se retrouver en difficulté. Donc c'est ce qui est ressorti des suites de notre travail, de se dire on ne maîtrise pas les cadres, donc plutôt que d'accompagner une famille dans un endroit qu'on ne maîtrise pas, on préfère ne pas l'accompagner au-delà de la frontière. Donc soit ça veut dire qu'on ne lui propose pas un passage de frontière, soit ça veut dire qu'on laisse se débrouiller la famille pour passer la frontière. Et l'idée du projet Eurequa et puis aussi de vos assises, puisqu'on vient clôturer ces 3 jours d'intervention, c'est de se dire que peut-être qu'on va pouvoir proposer une 3e voie dans l'intérêt de l'enfant. Alors parce qu'on aura expliqué les cadres légaux, parce qu'on aura expliqué par le biais de formation, d'information, comment ça fonctionne à l'étranger, parce qu'on aura réussi à institutionnaliser des relations
entre les différents pays, mais il se trouve qu'effectivement c'est la suite de notre intervention. Pour les professionnels, il reste encore certaines zones d'ombre qui font que alors, le passage de frontières n'est pas forcément perçu comme une troisième vulnérabilité, mais en tout cas n'est pas encore perçu comme un choix possible qui s'offre à l'enfant et à sa famille. Alors, on s'est demandé si il y avait une typologie particulière des parcours transfrontaliers. Donc vous avez un espèce de schéma là qui résume un peu, qui permet peut-être de mieux communiquer sur les trois types qu'on a identifiés. Alors le premier type, c'est ce qui motive le parcours transfrontalier serait la scolarisation. Hein. Par exemple, sur la bande frontière, on a un établissement qui accueille énormément d'enfants en situation de handicap, qui est tout proche de la frontière. Hein. Quand on est à Montmédy, on passe la frontière, c'est quelques kilomètres, et c'est bien plus proche que d'aller à un autre endroit de la Meuse, même si on fait partie du département. Donc cet établissement, enfin les Meusiens l'auront connu, c'est Saint-Marc. Il y a un deuxième type de motivation principale qui est la résidentialisation, c'est-à-dire lorsque on va chercher de l'autre côté de la frontière un lieu de vie, et un lieu de vie relativement pérenne. Et le troisième type, c'est celui qui concerne également la protection, lorsque ce qui motive, c'est protéger l'enfant au regard d'une situation de danger persistante qui implique une mise à l'abri rapide dans un lieu de vie qui est socialisant et sécurisant. Alors, on a évidemment beaucoup plus de parcours de type 1 que de parcours de type 3. Mais vous avez compris que les parcours de type 3 sont généralement les plus compliqués parce que très souvent, ce sont des enfants qui présentent aussi une problématique de handicap. Alors, les déterminants initiaux des parcours, c'est en fait ce qui motive le parcours. C'est d'abord l'urgence, c'est ensuite la complexité de la situation. Complexité qui peut s'exprimer sur le champ social, sur le champ économique, pas seulement sur les caractéristiques de l'enfant, mais aussi éventuellement de sa famille. Enfin, il y a évidemment le lieu de résidence, là où la famille habite, et également, bien évidemment, ce qui constitue vraiment une difficulté lorsqu'on a élaboré et trouvé un lieu de vie, c'est l'offre disponible ou accessible. Alors, en résumé, on a un ensemble de déterminants de ces parcours transfrontaliers, en dehors des déterminants initiaux dont je viens de parler. On a cherché à les représenter dans ce schéma. Vous voyez qu'ils sont de différentes natures et qui s'empilent. D'où la complexité aussi de ce qui nous permet de comprendre la motivation de ces parcours. On a des facteurs structurels et organisationnels parce qu'on a un déficit de solutions adaptées sur le territoire où la mesure a été décidée, parce que il y a un manque de place sur un certain nombre de secteurs, parce qu'on a aussi un certain nombre de politiques qui sont plutôt restrictives. Alors, elles sont plutôt restrictives, mais en même temps, elles encadrent le départ vers l'étranger. Hein. C'est le cas, par exemple, de la convention qui lie la France avec la région wallonne et qui agrée 25 établissements pour 1500 places dans l'année. Donc, il y a des facteurs qui sont aussi liés au prix de journée. On a un décalage de prix de journée sur certains secteurs concernant le parcours des enfants en situation de handicap et qui seraient protégés, mais de façon assez importante. Hein. Par exemple, le prix de journée d'un établissement comme Saint-Marc,
il est extrêmement bas par rapport à celui dont on pourrait penser l'équivalent en France, pour un certain nombre de raisons. Enfin, pour les raisons économiques, il y a évidemment la tarification des établissements en France. C'est-à-dire que la tarification des établissements est par les professionnels qualifiée de trop rigide, dans le sens où, dans le secteur handicap, le modèle de financement actuel du prix de journée fait dépendre celui de l'agrément de l'établissement et beaucoup moins celui des enfants. Ça renvoie évidemment au processus de réflexion dit Séraphin-PH qui vise à réformer cette tarification. Et puis, il y a évidemment des dimensions pédagogiques. L'offre pédagogique peut ne pas satisfaire en France. Il y a des conditions d'inclusion réelles qui ne sont pas toujours au rendez-vous et qui poussent certaines familles à aller chercher au-delà de la frontière des conditions d'inclusion qu'ils trouvent plus adaptées à leur enfant. Et enfin, il y a des facteurs sociaux qu'on a un peu évoqués déjà tout à l'heure, c'est-à-dire le lieu de résidence, le territoire de vie. Les gens qui habitent la frontière ou sur la bande frontière ne perçoivent pas la frontière comme une frontière. C'est un territoire de vie. On va dans le pays d'en face pour aller au cinéma, pour faire ses courses, etc., etc. Donc, il y a un territoire qui est aussi perçu différemment. Il y a la langue, bien sûr, et puis la relation aux institutions. J'en dis deux mots avant de... Je sens que j'ai atteint le bout de l'intervention. Il y a certaines familles qui passent la frontière aussi pour échapper au radar de l'aide sociale à l'enfance en France, par exemple. Donc il y a aussi cette dimension-là qu'il faut prendre en compte. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, 2-3 minutes, guère plus, mais le temps d'une ou deux réactions, questions ou demandes de précision, évocation d'expérience peut-être. Un certain nombre d'entre vous ont été impliqués dans les établissements, équipes qui ont fait l'objet de ce travail. Pas de questions SMS non plus? Bon, alors je comprends bien que l'heure tourne, il n'est pas très loin de midi, on est vendredi, tout ça. Oui? Alors, bon, il n'y a peut-être pas de micro, on essaie de vous entendre quand même. Comme vous le savez, le Covid est passé par là. On n'a pu faire que 3 immersions en Allemagne et au Luxembourg, mais on a bon espoir que dès que la pandémie est finie, on reprenne, on va dire, ces échanges-là. Parce que je crois que c'est fondamental, au-delà des chiffres, au-delà des textes, effectivement, de mieux connaître comment on travaille de l'autre côté de la frontière. On a entendu parler de décloisonnement, et je crois que le terme est vraiment adapté. Voilà. Et donc, comme il faut être très court, je vais simplement vous dire que si vous voulez des informations complémentaires, j'ai écrit 2 articles dans la revue Forum de la CNAP. Et voilà, si vous voulez d'autres informations complémentaires, vous trouverez mon adresse mail dans le site. Voilà, j'en ai fini. Merci. Je vous en prie. Du coup, à l'occasion de l'intervention de Jacques, je me permets de remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette recherche. Pour terminer peut-être cette intervention, on pourrait peut-être dire que la frontière est d'abord un révélateur de nos propres spécificités en termes de catégories, mais aussi de nos propres atouts, mais aussi de nos propres fragilités. On retrouve des thématiques que vous avez pu développer pendant ces 3 jours. Seconde idée, ce serait que les parcours transfrontaliers, du point de vue des professionnels, en tout cas, apparaissent plutôt comme des parcours par défaut.
C'est-à-dire, on va chercher de l'autre côté de la frontière lorsqu'on ne trouve pas à proximité de quoi solutionner les difficultés. Enfin, ce qui apparaît assez clairement, c'est que passer la frontière, changer de pays, permet aussi d'échapper aux pesanteurs de son propre système. Et donc, la frontière agit aussi comme, pour certains, peut-être vécue comme une forme de protection. Et dernier point, évidemment, comme dans les autres parcours, elle se fait au risque des besoins de l'enfant, de la continuité ou de la rupture de l'accompagnement. Voilà. Merci. Merci de votre attention.